Moi, je suis entrepreneur dans l'Internet depuis quasiment une quinzaine d'années. Avant ça, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai été journaliste, j'ai travaillé à Radio Nova, j'étais journaliste à La Tribune. Je suis parti aux États-Unis, bosser dans une boîte qui n'existe plus maintenant, mais qui était une boîte légendaire de la Silicon Valley qui s'appelait Sun, où travaillait d'ailleurs Eric Schmidt et plein de gens qui ont inventé Java. Je suis revenu en France, je suis reparti aux États-Unis pour couvrir la première génération Internet et je suis rentré et j'ai eu envie de monter une boîte tout simplement parce qu'un jour j'étais en train de faire une interview et exactement comme celle-là et c'était tellement fascinant que je me suis dit je suis du mauvais côté de la table, je devrais être la personne qui est en face de moi. Je sais pas, c'est vraiment pour la première génération du web. La Silicon Valley existe depuis les années 50 avec l'arrivée du transistor, ensuite des microprocesseurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces innovations ont toujours été amenées par des besoins. Alors à l'époque, pendant la guerre froide, il y a d'ailleurs un documentaire fantastique qui s'appelle L'histoire secrète de la Silicon Valley, qui explique un peu les fondamentaux. Donc il y a eu la conquête spatiale. En gros, on a l'ENIAC, c'est une armoire, voilà, c'est tout ça en informatique. Et les gens de la NASA disent on va faire une capsule. Il va falloir que ça rentre dans la capsule. Et donc pour ça, il a fallu inventer le microprocesseur et la miniaturisation. Il y a eu aussi à l'époque l'armée qui avait besoin d'analyser de plus en plus les missiles. Donc on a eu vraiment tout un travail là-dessus. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui rend la Silicon Valley finalement assez différente d'autres endroits, c'est que dès le départ, il y avait des partenariats entre le privé, des sociétés qui se créaient, du capital risque, des financeurs publics, comme l'armée essentiellement, ou la NSA qui déjà dans les années 50 était en pointe dans l'informatique, et des universités, notamment Stanford, qui a joué un rôle. Et donc ça a permis d'essaimer plusieurs générations. Il y a eu les mini-ordinateurs d'abord, donc ensuite il y a eu l'informatique personnelle avec Steve Jobs et Bill Gates, l'informatique de bureau, et puis l'Internet qui est arrivé vers le milieu des années 90 et qui a été une espèce de montée absolument incroyable jusqu'au fameux crash de 2000, qui est probablement dû à plein d'autres choses que la fameuse bulle Internet. Qui est une correction finalement d'années complètement démente. Et juste après, moi je suis intervenu sur la génération d'après qu'on a appelé le Web 2.0, avec notamment une société qui est a priori la plus connue de celles que j'ai faites, qui s'appelle NetVibes. Donc, avant ça, j'ai fait plein de choses différentes. J'avais fait une plateforme de blog qui s'appelait Génération MP3 autour de la musique en ligne. J'étais très intéressé par ces sujets et j'ai monté NetVibes parce que justement j'avais besoin d'un outil pour pouvoir lire, consulter toutes les différentes sources d'informations de manière simple. Il s'est trouvé que ce problème était un problème qui était également celui de plein de gens dans le monde. Et je suis parti de NetVibes en 2008 pour monter une nouvelle société avec un rêve complètement fou, c'est de dire on va construire un nouvel ordinateur, mais pas un ordinateur comme les autres, un ordinateur qui est uniquement basé sur le cloud, qui coûterait quasiment rien. Et on l'allume et tout est en ligne, on a accès aux applications, Gmail, enfin tout ce qu'on utilise déjà, et l'ensemble des ressources du cloud dans un petit ordinateur. Donc la société s'appelle Joli Cloud, et depuis on a développé d'autres produits autour du cloud avec cette même idée, c'est que l'utilisateur devrait normalement être propriétaire de ces données et que ces données puissent le suivre où qu'il le veuille, qu'il soit le propriétaire de sa vie numérique et qu'il ait la possibilité de déplacer, de consulter les données où qu'elles soient. Ça paraît simple, mais aujourd'hui dans un monde qui est dominé par quelques plateformes, notamment Google et Apple, c'est très difficile de mettre ça en pratique. Non, on a un problème de rêve en Europe. En gros, ce qui est incroyable aux États-Unis, c'est qu'on peut avoir des gens qui vous disent je vais monter une société qui va construire des fusées ou des voitures électriques ou même une plateforme minière en astéroïdes. Vous avez toujours la possibilité de trouver des financements et vous avez la possibilité de construire des équipes d'excellence. L'équipe d'excellence, c'est la base de la réussite. Ensuite, le projet, évidemment, va être mis en œuvre ou pas, ça dépend. Parfois on est trop tôt, par exemple l'électrique pendant longtemps on était trop tôt et maintenant avec Tesla c'est vraiment le bon moment. Et on construit des produits
et on fabrique des choses. Et c'est vrai qu'en Europe et notamment en France, on est dans une logique vraiment différente où déjà les équipes, c'est en fonction des diplômes, en fonction de certaines choses. On ne construit pas un produit, on fait un prototype ou un démonstrateur pour recevoir des subventions qui ensuite vont éventuellement être utilisées pour faire un vrai produit, mais ce n'est pas sûr. Et donc en fait, on a créé en fait toute une complexité, une sorte de bureaucratie autour de l'innovation qui fait qu'au départ, ce qui est incroyable dans ce qu'on fait, c'est que des petites équipes de rien du tout peuvent construire de grandes choses parce que les outils existent. Et dès qu'on commence à mettre en place des complexités bureaucratiques, mais pour avoir les subventions, il faut que vous démontriez que... Donc en fait, on est rentré dans un monde en Europe où on ne rêve plus, on ne se dit plus je veux faire un produit. Mais je vois avec Jolicoeur, on a dit à un moment donné, on va faire un ordinateur. Et tout le monde a dit mais ça ne sert à rien, ça n'existe plus qu'aux États-Unis, l'industrie en Europe est terminée. Et en même temps, je leur dis mais oui, mais si demain l'Europe ne devient qu'un pays de consommateurs où on achète les produits qui sont faits en Chine ou aux États-Unis, nous, notre génération, elle sert à quoi? Et donc c'est véritablement, pour moi, le nœud du problème n'est pas un problème. Il y a aussi le problème du financement, mais le fait qu'on a donné les cordons de la bourse aux gens les plus conservateurs dans ce pays, donc les gens qui ne connaissent pas l'innovation, la technologie, sont en charge de juger si un produit doit ou pas être financé, ce qui est apparemment complètement dément quand on y pense. Il y a de tout, il y a l'État, il y a certains investisseurs, il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on veut avant tout garantir la réussite d'un projet en avance, théorique sur le papier. Là aux États-Unis, c'est d'abord construire une équipe à partir d'un projet initial et de la faire itérer, améliorer. Alors, pour être honnête, les choses ont beaucoup changé depuis le moment où j'ai démarré, il y a 15-20 ans, et la situation aujourd'hui où de plus en plus de jeunes entrepreneurs se créent en équipe, montent leurs produits. Et je pense que l'important maintenant, c'est aussi de leur expliquer qu'au lieu de faire un acteur purement régional, s'ils ont vraiment une bonne idée, il faut qu'ils puissent conquérir le monde et aller à la conquête du monde, ce qui n'est pas toujours évident en France. Je pense pas. Je pense qu'il y a des sociétés qui sont valorisées au-delà de leur réalité. De toute façon, la valorisation, c'est une notion subjective. Aujourd'hui, une boîte peut valoir 2 milliards et dans 6 mois, elle en vaut 500 millions. Pourquoi? Parce qu'on valorise aussi la capacité pour une entreprise à cannibaliser ou en tout cas à transformer des marchés. Vous citez l'exemple de Slack, une société que je connais bien le fondateur, c'est le fondateur de Flickr, qui était une des sociétés emblématiques de cette fameuse époque du Web 2.0, transforme les lieux de travail et de manière massive. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'on ne construit pas uniquement des produits, on construit des plateformes, c'est-à-dire qu'on construit un environnement sur lequel d'autres acteurs vont se plugger pour construire une valeur. Et l'intérêt, l'enjeu aujourd'hui, c'est que dans le monde physique, dans le monde de l'entreprise, dans le monde personnel, dans tous les domaines, il y a une réinvention, non pas des secteurs eux-mêmes, mais des interfaces et d'accès à ces secteurs. Et aujourd'hui, c'est avant tout un problème de produit. La raison pour laquelle la plupart des services, notamment Uber, sont valorisés, c'est de se dire ils ont construit un produit qui est d'une simplicité enfantine, je clique sur un bouton, une voiture vient me chercher, qu'ils ont réussi à faire que ce produit, ce concept, cette idée, j'aime pas le terme de concept, je le retire, ce produit marche maintenant dans plus de 300 villes, ou en tout cas va avoir 300 villes cette année, et que n'importe où dans le monde, on est capable de répliquer la même expérience. Et donc à partir de là, évidemment, l'idée de la valorisation, et c'est là où ça peut être inquiétant à des niveaux locaux dans certains pays, part du principe que les industries locales, à savoir les taxis, à savoir les industries de la ville, vont être disruptées, comprendre par disrupter que l'argent qui était habituellement investi ou payé dans les taxis bascule sur Uber. Et tout ça parce qu'effectivement le service, le produit, ce que l'on voit sur les écrans est devenu le plus important. C'est le facteur de différenciation entre ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Le problème, c'est qu'on oublie toujours, c'est un sempiternel débat entre les startups françaises et européennes, mais surtout françaises et américaines. En France, on veut valider la capacité de faire de l'argent, mais sur une dimension très petite. Aux États-Unis, la première chose, c'est d'entraîner les gens dans un nouveau modèle
Et ça veut dire qu'on a la vision d'entraîner les gens à un niveau mondial important et ensuite monétiser une partie de ces modèles. C'est ce qu'on a dit de Facebook, ce qu'on a dit de Google à l'époque. Je me rappelle très bien, une boîte qui ne fait pas d'argent, qui aujourd'hui est devenue une des boîtes les plus profitables de l'histoire de l'humanité, ne serait-ce qu'avec le search. Et c'est un problème de curseur. Aujourd'hui, le plus dur, c'est pas forcément, quand on a une audience, ce n'est pas de la monétiser, c'est de l'avoir. Et il y a un moment dans une entreprise où, parce qu'on a une innovation ou parce qu'on a une différenciation en termes de produits, on attire des gens. Et à ce moment-là, ces gens qui ensuite, plus tard, vont coûter de l'argent, parce qu'au départ, vous avez des gens qui viennent gratuitement parce que ça les intéresse, et puis à la fin, vous trouvez, regardez même Apple, aujourd'hui, est un des plus grands investisseurs en termes de publicité. Tout simplement parce que ils ont atteint, une fois que vous avez atteint tous les gens qui veulent acheter un iPhone, ben, il faut convaincre les autres d'en acheter un. Et c'est pareil dans la vie d'une start-up. Et donc au départ, ce qui est important, c'est de construire cette dynamique de croissance, d'avoir le plus d'utilisateurs possible, parce que demain, si vous commencez à ce qu'on appelle staller, donc à plafonner, vous allez devoir les acheter. Parfois, un utilisateur, ça coûte peut-être 50 centimes, 1 euro, 10 euros, ça dépend des industries. Et donc, il faut aller très vite, très tôt. Et ça, c'est un modèle qui est fondamentalement différent entre les États-Unis et l'Europe, mais quand on regarde d'un point de vue purement pragmatique, les États-Unis ont fait eBay, Facebook, Amazon, Google, Netflix, etc., etc. Et nous, aujourd'hui, les seules entités qui ont réussi à le faire, ce sont, j'entends en consumer, évidemment, donc en sociétés qui sont en lien direct avec le grand public. Ce sont des sociétés comme SoundCloud en Allemagne, ou encore Spotify, qui sont en Suède. Donc, d'ailleurs, ces deux sociétés sont faites par des Suédois. Et on se rend compte qu'on n'a pas réussi aujourd'hui à créer des grands produits consumer parce qu'on n'a pas, dès le départ, alors, il y a une société qui sort un peu de l'eau en France, c'est Blablacar, qui a réussi en fait à mettre en œuvre, à articuler un service autour du covoiturage et qui maintenant est en train d'essayer de le déployer dans d'autres pays et d'apprendre en fait à ces pays des nouveaux usages. Donc c'est une période fascinante en fait. Mais c'est vrai qu'on a ce problème, c'est qu'on veut, en voulant trop se positionner sur le modèle économique, on traduit aussi, et ça c'est le problème aussi qu'on a en France, c'est qu'on a très peu d'expertise de gens qui savent faire grandir une boîte de rien à plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. J'ai eu la chance d'avoir ça avec NetVibes, mais c'est assez rare en France. Et l'expérience que j'en ai eue, moi, c'est de me dire qu'en fait, tous les utilisateurs qu'on peut avoir au début, il faut les prendre le plus vite possible, parce qu'il y a un moment où voilà, la machine s'arrête, et là vous vous dites mince, qu'est-ce qui ne va pas? Soit c'est le produit qui n'est plus adapté, donc il faut le changer, soit ça veut dire que le marché va dans une autre direction, donc il faut s'adapter. Donc c'est aussi une course de vitesse, ça paraît bête, mais tous vos utilisateurs initiaux sont potentiellement plus tard vos futurs clients. Donc le plus vous en avez au départ, le plus sont prêts à payer. Moi j'ai fait partie de la génération des builders, donc vraiment de la première génération qui a construit. J'étais tout jeune, j'ai monté un ISP en France avec Infony, on a construit la plateforme entièrement, il n'y avait rien, une salle vide. J'ai appris sur le tas. Et il y a une génération de gens qui ont construit et puis une génération aujourd'hui qui consomme. Et le problème, c'est qu'on a toujours tendance à confondre la consommation, qui finalement est assez simple, puisque tous ces outils ont été faits d'une certaine manière pour être simples à utiliser, de la réalité de la fabrication. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un vrai sujet, c'est que est-ce que la nouvelle génération qui arrive, donc un peu plus jeune que moi, a envie de construire des produits ou a simplement envie d'utiliser les produits qui existent et ça c'est un sempiternel débat qu'on a à chaque révolution industrielle. Et pour moi, au-delà de ça, la question la plus importante, c'est qu'en France, on a une génération notamment d'élite politique qui ne veut rien lâcher alors qu'on est à un moment où ils ne comprennent plus rien au monde qui nous entoure. Mais ils veulent comprendre. On ne prendra aucune décision tant que nous, vos aînés, n'avons pas compris. Et comme ils ne comprennent rien, ils continuent à voter des lois stupides, comme la loi sur le renseignement, qui en fait ne sont que des lois avec des effets de bord pour nos industries qui sont catastrophiques, mais pour le comprendre, il faut comprendre en fait de quoi on parle. Et c'est là où on a un vrai sujet.
niveau de l'éducation, j'avais écrit une petite, dans Le Point il y a quelques 2-3 ans, une formule qui avait été apprise qui était le code et le latin du XXIe siècle. Et par ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il fut un temps où le latin, en tout cas, nous apprenait à comprendre le sens des mots et donc le sens du langage et de comprendre le monde qui est autour de nous. Et d'une certaine manière, ce qui est important, ce n'est pas tellement le code en tant que tel, d'apprendre à coder, sachant qu'à terme, le code sera de plus en plus autogénéré, donc en fait le métier de codeur va disparaître, ce sera un des premiers à être disrupté par l'automatisation et l'intelligence artificielle. Le vrai sujet, c'est d'apprendre à comprendre le monde autour de nous. Et quand quelqu'un finit par comprendre ce que dit Steve Jobs, c'est que voilà, tout ce qu'il y a ici a été construit par des gens comme vous et moi. Et ça veut dire que si ça a été construit par des gens comme vous et moi, vous pouvez le changer. Et dans le monde numérique, c'est ça qui est important. C'est qu'à un moment donné, quand on va payer un billet d'avion et qui coûte 80 €, alors que si on l'avait pris 2 jours avant, il aurait coûté 50 €, c'est comprendre que derrière cette logique, il y a un algorithme qui analyse des données, qui fait que telle ou telle information va changer les paramètres comme les paramètres de prix. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux gens. Il faut apprendre aux gens à comprendre qu'on va vivre dans un monde essentiellement algorithmique et qu'il n'y a plus de place pour le hasard, pour la magie, pour la philosophie. Tout n'est plus que données, c'est triste, mais tout n'est plus que données, analyse, et des fois il faut apprendre à rejeter en fait. Il y a des algorithmes qui nous facilitent la vie, et des algorithmes qui abusent de nous aujourd'hui, notamment tout ce qui se fait dans le voyage, le pricing, tout ce qui rend de la complexité sous prétexte de simplicité en fait. Et surtout maintenant dans un monde où en plus on va de plus en plus donner aux machines. Prenez une ville comme Hong Kong, maintenant les trains sont gérés par une intelligence artificielle. Il n'y a plus d'être humain pour... Donc à un moment donné, il va falloir une confiance dans les algorithmes, il va falloir avoir une confiance dans le monde qui nous entoure, et il va falloir apprendre à cette jeune génération à comprendre ça, et pas uniquement à se dire j'accepte le monde tel qu'il est. De toute façon, en général, quand on est jeune, si on accepte le monde tel qu'il est, c'est qu'il y a un problème. Mais le problème, c'est qu'on est dans un modèle en France qui a décidé que la classe moyenne était le soutien de tout, la sécurité sociale, de l'école publique, des impôts, etc. Et que si on disrupte la classe moyenne, ce que l'automatisation va faire d'une façon ou d'une autre, on va se retrouver dans une situation nouvelle. Jusqu'à maintenant, tous les politiques imaginent que la croissance crée de l'emploi. Or, on découvre que la croissance ne crée plus d'emploi, puisque la croissance mêlée à la technologie réduit le nombre d'emplois pour faire le même boulot. On n'a plus besoin de banques, on n'a plus besoin d'employés de banque, on va bientôt plus avoir besoin de professeurs si on prend les MOOC au sérieux. Alors là, évidemment, quand je dis ça, je dis pas c'est ce que je veux, je dis simplement c'est un état de fait. Il y a des décisions à prendre dans un sens ou dans un autre qui ne sont pas prises. En même temps, ça veut dire qu'on aura plus de temps pour d'autres choses. Il va falloir repenser le business model même des pays, peut-être introduire des choses comme un modèle un peu des modèles freemium où en fait le revenu de base où les gens vont être payés pour faire d'autres choses que simplement travailler sur des métiers pénibles, enfin, et des choses comme ça. Donc il y a énormément de choses à inventer. En tout cas, il y a un nouveau monde à inventer. Après, ça peut être un monde déprimant, ça peut être un monde enivrant, ça peut être un monde moyen, mais ça dépendra en fait des décisions qu'on va prendre. Et c'est pour ça que quand on nous dit que la politique et le numérique ne se mêlent pas, c'est une folie, parce qu'aujourd'hui le numérique est en train d'orienter la vie de tous les jours dans une direction ou dans une autre. Et que par définition, il faut vraiment prendre conscience et s'emparer de ces sujets. L'Internet en Afrique, c'est fascinant parce qu'en fait, pour moi, il y a dans ce qu'on appelle l'IoT, donc Internet of Things, l'Internet des objets, qui est la prochaine 10 prochaines années ne vont être qu'autour de ça finalement. L'Apple Watch n'étant que la partie ultra consumériste de cet environnement, c'est reconnecter en fait le monde physique à l'Internet. Alors il y a plein de choses, il y a des choses un peu flippantes, mais il y a aussi des choses fantastiques. Par exemple, l'agriculture aujourd'hui l'agriculture peut être connectée et elle peut aussi permettre de reconnecter en fait les gens à la terre, à la qualité, au bio. Avec le on-demand, on va pouvoir être capable aussi d'éviter le gaspillage, d'avoir des produits bio maintenant.
J'ai un producteur à Paris qui me dit, moi quand un chef me demande des pommes, elles ont été cueillies le matin même. Elles ne sont pas restées 15 jours dans un... Et donc quand on voit le potentiel de l'Afrique qui peut aussi devenir le nouveau Grenoble, après ça dépend parce qu'il y a plein de choses. Il y a un problème conflictuel, religieux, le problème aussi de post-colonial où on pille ce continent, mais en même temps c'est un continent qui est très social, donc il y a aussi, qui était connecté même sans Internet, qui bénéficiera très vite de ces technologies, que ce soit le téléphone mobile, que ce soit le paiement, le fait de se dire que les banques sont en ligne dans des pays qui sont corrompus, c'est très intéressant. Il y a des choses toutes nouvelles à inventer. Enfin, c'est un laboratoire d'idées aujourd'hui et c'est dommage de le voir comme une simple succursale, ce que beaucoup de gens en Europe ou aux États-Unis imaginent. C'est véritablement le laboratoire de l'avenir.